On va discuter évidemment de l'actu OL, hein, vous doutez bien, j'ai vu le départ de Lucas Perry. Et en fait, genre je vous le dis, j'ai été... Donc vas-y, on va parler français. J'ai été dans une faille spatio-temporelle pendant 10 jours. C'est-à-dire que pendant mes 10 jours en Arabie, je n'ai absolument pas suivi l'Olympique Lyonnais. J'ai regardé les news de loin, évidemment, j'ai vu Ruben Kluivert de loin et tout machin, mais je n'ai pas regardé les amicaux. Je n'ai pas regardé spécialement, tu vois, ce qui s'est passé et tout. Et sur ces 10 jours, j'ai l'impression de revenir d'une faille spatio-temporelle quand je vois les réactions des gens sur les réseaux. On va en parler, mais vraiment, moi qui ai eu l'occasion de déconnecter un petit peu, quand je reviens, je vois l'état du Twitter OL. Waouh! J'ai l'impression que... il y a des personnes qui ont oublié des choses, des réalités de notre club et tout. Et j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou. Bon, allez, vas-y, on va se faire quelques news, évidemment. Quelques news OL. Il y en a 2-3 qui concernent le mercato. Théma, les résumés des amicaux. Bon, en vrai, on peut le faire. Est-ce que vous avez envie de voir le résumé de OL Molenbeek 0-0 ? Je sais pas trop. Voilà, je sais pas. Voilà. Le gardien de l'Olympique Lyonnais, Lucas Perry, presque à Leeds United, les gars. Le gardien de l'OL, Lucas Perry, dont il reste 3 années de contrat, devrait rejoindre sous peu la première ligue en s'engageant à Leeds contre 16 millions d'euros. Le départ de Lucas Perry vers Leeds n'est plus qu'une question d'heure, comme annoncé par RMC. Le gardien de l'OL devrait être transféré. Mais attends, mais j'ai une scène pour ça. Attends, hop. Voilà, devrait être transféré vers le club de première ligue. Les deux formations seraient tombées d'accord sur une indemnité de transfert s'élevant à 16 millions d'euros pour le gardien brésilien de 27 ans. Je pense qu'on aurait pu éventuellement gratter vers les 20. Bon, après, je suis pas dans les négociations, tout ça, il y a ce que je pense, la réalité, mais ouais. L'équipe rodanienne touchera l'intégralité de cette somme. Ça, c'est très important, ça. Arrivé en janvier 2024 à l'OL, Perry était titulaire depuis le début de la saison passée. Sous réserve du règlement d'ultime détail, il doit s'envoler dans l'après-midi vers Paderborn en Allemagne, où Leeds se trouve actuellement en stage. Il est engagé avec l'OL jusqu'à la fin juin 2028. Donc, voici la phrase qui change tout. L'équipe rodanienne touchera l'intégralité de cette somme. Bon, ça fait plaisir, dans le sens où si on l'avait vendu 20 millions mais qu'on touchait que 50%, voilà. Bon, là, actuellement, je pense que ce qui est en train de se passer, les gars, c'est que c'est les derniers relents de Botafogo, Molenbeek. Tu vois, Botafogo, Molenbeek, OL, Eagle. Voilà, donc je pense que c'est les derniers relents. Dans le sens où là il y a Perry voilà qui va partir, on va toucher l'intégralité de la somme alors que la moitié était censée revenir à Botafogo. À l'inverse, on a financé Almada, il part à l'Atlético, on touche pas d'argent. En parallèle, on est en train d'essayer d'annuler le transfert de Matt Turner que Textor avait validé juste avant la DNCG. Sale bâtard. Adrielson, quelqu'un vient de me le dire dans le chat, est parti aussi. Bon, ok. Là, vous voyez, c'est le divorce. Voilà, Botafogo-L est en train de se séparer. Voilà, la team Botafogo-L, c'est en train de se péter. Le divorce est en train de s'acter. Il y a également un procès en cours avec, j'ai lu quelques tweets entre Iconic et Textor. C'est en train de chauffer vraiment sévère. Textor, il risque d'être vraiment dans la merde. Bref. Écoutez les gars, déjà on va commencer par discuter de Lucas Perry. Lucas Perry, bon gardien, vraiment bon gardien. Il a fait une belle saison à l'OL. Voilà, on peut pas lui enlever ça. Il a fait franchement une belle saison à l'Olympique Lyonnais. Il a remplacé Anto Lopez au pied levé. Il a fait des arrêts très importants dans la saison. Malheureusement, il a aussi eu quelques petites bourdes par moment. Bon, la plus symbolique, c'est celle contre l'OM au début de saison avec le Jonathan Rowe, machin. Bref, je vais pas vous la refaire. Et il avait quand même quelques défauts dans son jeu, tels que les sorties, le jeu au pied, c'était pas si fou que ça. Voilà, il y avait et les sorties aériennes, etc. Il y avait quand même du progrès. Moi, j'avais dit, j'avais du mal à le voir dans un club d'une stature supérieure à l'OL.
il va à Leeds. Leeds, c'est pas supérieur à l'OL, voilà. Donc, fondamentalement, après, c'est de la première ligue, donc c'est peut-être plus intéressant d'aller jouer en première ligue. Ça, c'est un argument qui, je trouve, se tient. Et globalement, c'est un gars qui, je trouve, vous me dites les gars dans le chat, aura fait un bon passage chez nous. Moi, je le gardais largement, hein, Lucas Perry. Mais après, et là, on va arriver à la réaction du Twitter OL que je ne comprends pas. Les frères, le Twitter OL me surprend de ouf. Mais genre vraiment, je pète ma tête, les gars. Il y a moins de 3 semaines, je suis parti 10 jours quand même, il y a moins de 3 semaines, on a fait un stream DNCG où on a regardé dans la journée si le club allait encore exister ou être supprimé à tout jamais parce qu'on risquait de descendre trop bas et ce n'était pas vivable vu notre niveau d'endettement et compagnie. En parallèle, tous les médias l'annonçaient et on le savait, il y aurait une cure d'austérité ou de je ne sais pas quoi, de ce qu'il avait dit là, Gerlinger, de discipline financière. Voilà, merci. Mais bon, discipline financière, c'est du bullshit, on le sait, c'est de la cure d'austérité, on sait ce que ça veut dire. Et donc, cet après-midi, on a appris le départ de Lucas Perry. Et Hugo a mis un tweet où il a confirmé que Malik Fofana risquait de partir en août, très sûrement, qu'il avait un marché et que ce marché devrait s'activer en août. C'est notre plus grosse valeur marchande. On doit vendre, et on le sait, on doit vendre pour baisser la masse salariale, pour rentrer du cash dans le club, pour permettre au budget 2025-2026 de se boucler sans avoir à forcément toucher les garanties que les actionnaires ont apportées. Et surtout, le tout étant une question de survie. De survie pour atteindre les objectifs qu'on a promis à l'UEFA, qui commencent dès la fin de saison pro, ou alors fin de saison d'après, mais dans l'esprit, t'es obligé de commencer dès maintenant, et pour également pouvoir passer devant la DNCG de manière, entre guillemets, positive, on l'espère, en novembre prochain, avec une masse salariale allégée et compagnie. Alors Perry et Fofana, c'est pas les 2 plus gros salaires. Il y en a eu des gros salaires qui sont partis. Il y a Verretou là qui est en train de partir pour le Qatar. On a vu passer le truc. 1 million plus t'économises son salaire. Il y a également, bon après à voir si on re-signe Tagliafico, il y a Cherki qui est parti. Il y a, bon bref, je vais pas vous refaire tous ceux qui sont partis avec des gros salaires, mais il y a du monde qui est parti de l'Olympique Lyonnais. Et donc, je suis très surpris de voir la commu OL Twitter qui est genre choc barre. Je trouve que l'information a été quand même largement répétée sur la nécessité de vendre, sur le fait que ça allait être fait, en partie cet été, en partie le reste de l'année, et qu'il y a certains cas, jurisprudence Nuama, c'est difficile de prendre en compte, de prendre certains risques. Pourquoi? Nuama, c'était une valeur marchande, tu l'as pas vendu à feu lame, il a joué la saison, il a commencé à bien jouer, il s'est fait les croisés, il a perdu toute sa valeur. Mangala, pareil. Donc, l'OL, évidemment, si Fofana, il reste, qui fait une top saison, il part l'été prochain, il vaudra une blinde. S'il reste et qu'il se pète, là, c'est noir. Donc, concrètement, dans mon discours, qu'est-ce que je veux dire? C'est que, rappelez-vous, on en discutait quand on faisait les vidéos et tout, les gars, il ne faut pas manger la com du club, et je pense qu'il y a eu malheureusement un raté dans la communication des dirigeants quand ils ont annoncé pas de baisse des ambitions sportives. Mon frère, tu ne passes pas de 160 millions à 60, 70, 80 millions de masse salariale sans des baisses d'ambition sportive, ne serait-ce au moins que sur la première saison où tu le fais. Moi, les gars, dans ma tête, je veux juste une saison correcte, où on se maintient bien, où on développe des jeunes et des recrues intéressantes. Et puis, sait-on jamais, si les recrues se passent bien, si ça mixe, si Fonseca fait un bon travail, on pourra peut-être jouer de la 7e place, un truc comme ça. Mais sinon, juste une saison de transition où on s'est fait saigner, mais où on peut arriver devant la DNCG en mode « Coucou, regardez, nos finances, c'est moins la Hesse. C'est bon, on n'est pas sanctionné. Ok, là, on peut repartir. » Personnellement, c'est ça qui est dans ma tête. Je sais pas c'est quoi les attentes des gens, mais je vois des gens vraiment genre dégoûtés, t'es allé ouf, et qui sont genre choc-barre de voir qu'on va sûrement vendre Fofana, qu'on va sûrement vendre Perry et tout. Enfin, genre, les gars, il y a 2 semaines, on avait crevé. Je ne sais pas comment on peut être surpris. Je ne comprends pas les réactions de la communauté OL Twitter.
Je le répète, je ne la comprends pas. Parce que j'ai vu des gens profondément choqués. Genre, wow, dinguerie, plus d'ambition. Mais les gars, on n'est plus dans l'ambition là. On est dans la survie. On veut survivre. Donc on baisse cette masse salariale énorme qui nous aura causé tant de problèmes. On vend ce qu'on doit vendre. Le tout, c'est d'essayer de trouver l'équilibre. Au milieu de tout ça, il y a quand même eu quelques nouvelles annoncées par certains médias, aussi un peu par Paolo Fonseca, qui avait dit... comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que Tolisso et Milko Tadze étaient considérés comme imbougeables. Donc c'est quand même une bonne nouvelle dans la mesure où 2 des leaders, sûrement de la saison prochaine, seront là. Ok. Mais Fofana, la plus grosse valeur marchande, et Perry, logique. Donc voilà. Après, Zach, si je me rappelle bien, tu disais que Fofana n'avait pas besoin d'être vendu après passage des NCG. Je n'ai jamais dit ça. À la rigueur, qu'est-ce que j'ai pu dire? J'ai pu dire que toutes les ventes n'avaient pas besoin d'être effectuées dès cet été. Tu as jusqu'au 30 juin 2025. Donc, c'est-à-dire que tu as cet été, tu as janvier et tu as juin prochain. Mais tu en as forcément certaines qui vont être faites dès cet été. Exemple même avec, comment il s'appelle? David Glusman, quand on a fait l'émission relégation des NCG, il disait que selon lui, une bonne partie, 2026, pardon, une grande partie de ses ventes serait à faire dès cet été. Donc c'est juste genre logique. Genre là, les gars, on est dans une saison à venir qui va sûrement pas être très joyeuse, qui va pas faire kiffer, mais on verra. Il reste du temps pour les recrues. On a eu les premiers échos. Bah, du coup, Afonso Moreira est enfin arrivé. J'ai pas vu le premier match, voilà. Il y a qui d'autre? Il y a Ruben Kluivert. Bon, Ruben Kluivert, vas-y, on va en parler. Et il y a qui d'autre? Il y en avait un troisième. Ah ouais, bah Pierre Lismelou qui va sûrement venir aussi. Donc, en vrai de vrai, c'est un début. Maintenant, on va discuter. Qui ici a regardé 10 secondes dans sa vie de Casapia? Bon, voilà, on va pas se mentir, hein, Casapia, personne n'a regardé ce club depuis 1662. Bref, Ruben Kluivert, jeune, rapide, abordable. Ruben Kluivert, une allégorie du mercato de l'OL. Alors, je vais pas mentir, j'ai regardé vite façon Transfermarkt, ne serait-ce même que par pur hasard, d'accord? Donc, on est sur un joueur donc, qui va venir à 3 millions et quelques. Bon, 3 millions et quelques, il est arrivé à 400K à Casapia l'année dernière. Il y a quand même un truc qui m'a un peu tiqué. Voilà, genre si on doit être honnête, c'est qu'il est arrivé, donc regardez, il est arrivé pour même pas 400, 200 000 euros il y a un an à Casapia. Ensuite, il a fait une saison pas complète, dans le sens où il n'a pas été titulaire de A à Z. Donc il arrive pour 200K. Il joue 1500 minutes. 1500 minutes, c'est un temps de joueur de rotation. Après, il a eu des blessures aussi, c'est important de le dire. Voilà, il a eu des moments où il n'était pas là. Mais bon, quelqu'un qui arrive pour 200K, qui joue 1500 minutes et qui part pour une valeur x15... Casapia, c'est un programme de samedi soir de club, ça c'est drôle ça. donc j'avoue que sur le papier pur, sa valeur qui fait x15 à partir d'une saison qui n'est pas complète, ça peut porter à discuter, d'accord? Mais après, il y a quand même quelque chose qui peut m'intéresser sur son aspect. On va lui laisser sa chance quand même. C'est le fait, d'accord, que dans le profil, a priori, de ce qu'on a lu, c'est un gars qui est bon de la tête et qui est rapide. 2 éléments qui ont pu manquer à l'Olympique Lyonnais l'an passé. La rapidité, donc la vitesse en termes de défenseur central, et ensuite, du duel aérien. Donc, le fait qu'il y ait ces 2 éléments-là, ça me fait quand même dire qu'il y a eu un minimum de scouting autour de lui. Ça m'étonnerait que ce soit juste un bail bizarre, en mode pas du tout réfléchi, tu vois. Bon au duel aérien, vitesse. Je ne sais pas plus sur lui, d'accord? C'est de la supposition que je fais. Donc je suis pas en train de vous dire que c'est Van Dijk. On va lui laisser sa chance, on verra ce que ça va donner. Mais à minima, on a pu voir... on voit un peu dans quel sens on va aller, voilà.
Textor était en pourparlers pour acheter Casapia il y a quelques mois. Cherchez pas, il est dans le coup pour encore nous baiser. Non, je pense pas que ça ait de rapport avec Textor, pour être honnête. On va voir. Mais après, de toute façon, moi, je vais être honnête. C'est ce petit bail de recrues pas très cher, qu'on connaît pas trop et que personne n'a vu jouer. Il y a, pour une raison sûrement un peu nulle, mais moi, ça m'excite. Non, mais voilà, je le dis. Ce mix de vieux pères avec Lismelou et des mecs qu'on connaît un peu, qui coûtent 2-3 millions, je pense qu'il peut y avoir son lot de bonnes surprises. Voilà. Et je pense qu'il peut y avoir son lot de bonnes surprises. Genre Amin Sarr. Bah non, justement, frérot. Amin Sarr, il a coûté 12 millions. Donc ça peut pas être du Amin Sarr. Amin Sarr, il a coûté trop cher, frère. Tu vois? Alors que là, gros, 3 millions, bon, écoute, voilà. On verra. Ce mood de on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, ouais, c'est ça. Et puis, si, les gars, au pire, il pue sa mère. Bon, 3 millions, petit salaire, non Kluivert. Il ira à Go Ahead Eagle ou je ne sais quel Momo Club de Redivisie, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, comme j'ai dit, il est vachement lent. Non, alors là, pour le coup, frérot, non, il est plutôt rapide et il est plutôt bon au duel. C'est genre deux choses que pas mal de gens qui ont pu... je vais le dire. Mon gars Yanis, il a regardé 3 matchs complets de Casapiave et il m'a dit, écoute, voilà mon rapport de scouting, je lui fais confiance. Voilà. Je fais confiance à mon gars Yanis. Voilà. Il a pas beaucoup joué, non. 1500 minutes. C'est un temps de jeu de rotation, qu'on se le dise. Hein. Premier match en Ligue 1, il prend un rouge. Frérot, écoute-moi. Premier match en Ligue 1, on joue à Lens. Premier match en Ligue 1, c'est relance dans les pieds de Sotoka. 1-0 Lens. Non, mais voilà. C'est un truc de ouf de jouer dans un club qui s'appelle Casapiave, quand même. Bref, il y a les notifs de sub, Zach, évidemment. Donc voilà, les gars. Donc, on verra ce que ça va donner. Je pense que c'est plutôt cool parce que ça va permettre aussi de peut-être remettre Mata à droite avec Maitland-Niles ou Koumbedi selon l'un des deux qui resterait. Je suppose, en tout cas. Et donc, du coup, ça fait Kluivert, Niakate. Je suppose que Niakate va rester. Barisic. Il y a qui d'autre Adrielson est parti. Ok. Tagliafico va peut-être re-signer. Ok. We will see. On verra. Et puis Mata qui peut aussi faire de la rota. Oh oui, Chaita Tsar. Bon, Chaita Tsar, avec tout le respect. Écoute, salut à tous. C'est Papsan. Non, vraiment. Voilà. Salem. Moi, je vais donner un avis. Voilà, je vais donner un avis. Je vais donner quelque chose. D'accord, je vais dire un truc. Pierre Lismelou, mon ami Pierre Lismelou, j'aime bien. Je trouve que c'est une prise qui est positive. Mais je vais quand même rappeler un truc, même si ça va être difficile à entendre pour certains. Je vais juste pas me hyper dans le sens où... Verretou, avant qu'il arrive chez nous, il est pas dégueu sur son passage à Marseille. Verretou est même plutôt bien, ce qui me faisait penser qu'il pourrait rendre des services. Et où à part une petite période en octobre-novembre et une mi-temps contre Manchester United à l'aller, c'était pas ouf. J'ai au moins envie de te dire que Pierre Lismelou, il va pas avoir le salaire de Verretou. Mais dans l'idée, c'est pas parce que un milieu expérimenté de Ligue 1 trentenaire est venu et n'a pas marché, que ça veut dire que tous les milieux trentenaires expérimentés de Ligue 1 ne vont pas marcher. Mais sur le papier, Pierre Lismelou, je trouve que c'est une idée qui est plutôt positive. Voilà, quand ça va l'appeler Pierre Lèche-Méboule après un contrôle raté. Sévère, voilà. Non, mais très sévère, il faut le dire. Vraiment, à Marseille, c'était pas la folie non plus. C'était pas évidemment la folie, mais par contre, Verretou à Marseille, je le sais parce que j'ai beaucoup regardé l'OM et la team OM quand il était chez vous, je sais que vous étiez globalement largement positif sur lui et je le sais parce que franchement je l'ai vu. Verretou il était bon à Marseille. Peut-être pas de A à Z, il y a eu des coups de moins bien et tout ce que tu veux, mais il était plutôt bon. Après chez nous, sur la globale. Par contre, voilà, on verra pour Pierre Lismelou, mais un mec de 32 piges qui connaît la Ligue 1 et pour qui l'OL, c'est un peu un bail inatteignable. Tu sais, on l'aurait un OL très compétitif, il se mettrait jamais sur Lismelou. Donc pour lui, il se fait un kiff. Il y a de l'Europa League l'année prochaine.
il a 32 ans, son salaire augmentera. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et Pierre Lismelou, il a au moins un truc qui est assez positif, je trouve, c'est qu'il a des jambes. Brest en veut 5-6 millions. Il a un petit salaire à Brest, donc on pourra l'augmenter sans que ça aille dans des sommes qui nous mettent dans la sauce. Écoute. Oui, Will, si merci Reblochon pour le sub. Moi, perso, je l'ai déjà dit. Pierre Lismelou, je suis plutôt positif. Voilà. Merci Tomigno. Surtout que vu qu'on va être voué, je trouve, à prendre beaucoup de jeunes, à prendre des mecs avec du potentiel, des gens à la revente et tout. Prendre un gars de 30, 31, 32, ça a du sens pour encadrer un peu le tout. Voilà. Je sais pas si des Brestois dans le chat sont d'accord, mais moi je trouve que c'est plutôt positif. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une autre info qui est sortie côté Fabrizio Romano. Apparemment, on est sur Facundo Buonanotte. C'est un mec qui, je trouve, est totalement dans le sens de ce qu'on doit chercher. C'est un joueur de Brighton, argentin. C'est un gars qui peut jouer 10 et ailier droit. Moi, je l'aime plutôt bien, des quelques souvenirs que je peux avoir de lui, mais je vais pas faire l'ancien qui est Zerma, l'a vu beaucoup. Donc je vais pas vous dire oh, Facundo Buonanotte. Alors au niveau de son profil tactique, c'est un non, je vais pas faire le mec. Mais par contre, dans l'esprit, c'est à peu près ce qu'on doit chercher. Voilà, c'est à peu près ce qu'on doit chercher. Donc je me hype. Voilà, je me hype. C'était un grand espoir qui n'a pas percé. Ouais, bah ils ont beaucoup de profils comme ça à Brighton. Par exemple, je crois qu'aussi cet été à Brighton, je crois qu'il y a Sarmiento qui va partir. Et Sarmiento aussi, c'était un mec comme ça. Hein. En achat ou en prêt. Aucune idée. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, les gars. Mais c'est pour ça que tu vois, actuellement, les gars, ceux qui parlent de ouais, l'OL, ça va jouer le maintien, les machins, les trucs, vous avez genre on n'a même pas l'effectif complet, il nous reste encore des recrues à venir. La vente de Perry va débloquer des choses parce qu'il y a eu un article L'équipe qui a dit que on peut valider les arrivées que après avoir vendu. Donc les ventes valident des arrivées. Donc là concrètement, une vente de Perry va valider une ou des arrivées parce que du coup on va toucher tous les 16 millions et chaque arrivée est validée en amont avec la DNCG. Donc, on verra. Peut-être que le départ de Perry va valider Lismelou et Kluivert. Et peut-être, du coup, que d'autres départs valideront autre chose. Verretou, et ainsi de suite. Il va quand même falloir trouver 2 portes de sortie pour 2 mecs qui risquent d'être, je trouve, très gênants. Il y a vraiment des mecs qui vont être très gênants. La vente de Perry, 7,5 millions. Zach, tu vas juste valider Kluivert. C'est 16 millions et on touche 100% de la somme. C'est l'équipe qui l'a dit. Donc, c'est 16. Par contre, il y a 2 mecs qui vont être très gênants s'ils ne partent pas. Et je le dis, avec tout le respect, évidemment, pour l'un des deux qui a beaucoup apporté. Matic et Chaita Tsar. Avec tout le respect, les tontons. It's time to go. Voilà. It's time to go. Wow. Akuoku. Les gars, écoutez, le salaire seul de Chaita Tsar vaut peut-être 3 ou 4 fois celui d'Akwakoubé. Akwakoubé pourrait rester et ne être indolore. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut vraiment réfléchir par salaire. C'est soit t'as une grosse valeur marchande et on peut te vendre même si t'as un petit salaire. Exemple Fofana. Ou alors t'as pas de valeur marchande mais t'as un gros salaire et là faut te vendre. Ou alors t'es comme Akuoku, t'as pas de valeur marchande et t'as pas de salaire. Donc s'il reste, c'est pas dramatique. Après évidemment s'il faut le faire partir, on le fait partir. Mais voilà. Après Matic pour le vestiaire il peut être utile. Ouais, il peut être utile pour le vestiaire. Hein. Mais le problème les frères, c'est que nous avons actuellement le besoin de passer à une masse salariale à 60, 70, 80 millions. Tu ne passes pas à une masse salariale à 60, 70, 80 millions en gardant Matic qui a 4 millions et quelques de salaire. C'est très compliqué de faire cette opération-là. Donc il faut que Matic et Chaita Tsar partent. Merci Matic parce que franchement Matic sur la première saison et quand il arrive c'est grâce à lui en grande partie qu'on se qualifie en Europe et qu'on la retrouve pour la première fois depuis 2 ans, hein, soit dit en passant. Et Chaita Tsar, sa première saison à côté d'O'Brien n'est pas mauvaise, et même plutôt bien. Et la deuxième est absolument catastrophique. Donc il faut qu'il bouge. Voilà, tout simplement. Tu vois comment le milieu Lys Merboul titulaire... Comment ça, Lys Merboul? On est où là?
Lys Mehboul, ça, c'est du blast de fou. L'OL demande 35 pour Mikotadze. Je ne dirais pas qu'on va pas le vendre parce que j'ai pas d'infos, mais je pense quand même que tout en ayant l'obligation de vendre sur pas mal de mecs, je pense qu'il y a certains gars, on les a entre guillemets invendables. Genre je pense Tolisso et Mikotadze, c'est vraiment sur eux qu'on veut construire la saison prochaine. Donc voilà. Si on n'a pas réussi à retenir Perry Tagliafico, en vrai Tagliafico, frérot, il y a un monde où il peut re-signer. Genre pour l'instant Tagliafico, les gars, il est en fin de contrat depuis 24 jours, il a toujours pas de nouveau club. Moi, un joueur qui est en fin de contrat depuis 24 jours, qui a toujours pas de nouveau club et qui a des rumeurs comme quoi il va peut-être signer à l'OL, apparemment il a kiffé la ville et tout. S'il baisse son salaire, moi Tagliafico, je le garde tous les jours, poto. Je le garde tous les jours. Donc on verra. Miko veut pas partir et l'OL souhaite le garder, donc ça devrait pas bouger. Je le pense aussi. Mikotadze, actuellement, même s'il veut être intelligent pour sa propre carrière, il reste. Il n'y a plus Lacazette. Il va être titulaire neuf. Il va avoir du temps de jeu, des minutes, l'occasion de se montrer, de planter ses 15-20 pions. Pour moi, Mikotadze, ça reste. Je pense. Pierre Lys Mehboul en vrai top recrue pour l'OL. Moi, je trouve que c'est bien pensé, ouais. Lys Melou, ok. Ruben Kluivert, on verra. Et Afonso Moreira, c'est pour de la rotation. Et donc là, actuellement, il va te manquer quoi? Il va te manquer un ailier droit, un 10... un gardien. Un ailier droit, un 10, un gardien. Et si Fofana part, un ailier gauche. Genre, en fait, c'est pas si Fofana part. Et les gars, il y a vraiment 95% de chance pour moi qu'ils partent. Donc si on fait un petit compo maker, allez, on se fait le compo maker, les gars. Thomas Lemar pour 0 €, tu prends? Non. Vraiment, Thomas Lemar, je le prends pas pour une seule raison. Rien contre lui. C'est parce que vraiment, ce serait une recrue. T'as Jean-Michel Aulas, gros. Je pense pas que Patouillet sera le gardien numéro 1. Hop. Je mets Tagliafico avec un point d'interrogation. Abner, je pense qu'il peut avoir un marché. À voir. Bon, le Niakate, je pense qu'il va rester, les mecs. Kluivert. Hop. Pour moi, Maitland-Niles doit rester. Je trouve que c'est trop le joueur couteau suisse dont t'as besoin. Vraiment. Je vais le mettre Pierre Lemillou, frère. Moi, Koumbedi, personnellement, je l'ai déjà dit, je pense qu'il a un marché. Moi, personnellement, je le vendrais. Mais il a un petit salaire. Il a un petit salaire. Hop. Mais Maitland-Niles, je pense qu'il a un marché en Angleterre. Hein. Il a été bon chez nous. Hein. À choisir, tu gardes Maitland-Niles ou Koumbedi. Moi, à choisir, je garderais Maitland-Niles. Mais en termes de rapport avec un potentiel qui pourrait éventuellement se revendre plus cher, Koumbedi. Surtout que Maitland-Niles a un salaire supérieur à Koumbedi. Donc voilà. Ah oui, Diawara. J'ai failli oublier. Je pense que Tolisso, il peut jouer aussi un cran plus haut. Hop. Bah, franchement, moi, je redis ce que je pense, les gars. Hein. Ouais, le mollet bar quelque part là-dedans. Moi, je le dis, hein, je vois cette équipe. Selon l'identité de certains des titulaires, ça peut vraiment pas être l'Asdeg. Mais je le pense vraiment. Prenez-moi pour un fou.
Mais je pense que ça peut être pas l'Asdeg. Bah, déjà, les gars, je sais même pas comment. Mais je vois trop de gens qui disent ça finit 14e, ça finit 15e. Déjà, pause. Une bonne partie des gens qui disaient ça, vous le disiez aussi l'été dernier, et on n'a pas fini 15e. Bon, on a fini 6e, il n'y a pas de quoi branler un âne non plus, mais doucement. Et les gars, comment vous pouvez dire ça finit 15e? On n'a pas l'identité de toute une ligne d'attaque et du gardien. Comment, avec des, genre, 4 points d'interrogation, vous dites ça finit 15e? Mais je comprends, les gars, vous mettez tellement la charrue avant les bœufs. Vous mettez tellement la charrue avant les bœufs. Attendez de voir... y a qui dans ces trucs-là? Attendez de voir, il y aura qui sur ces 4 postes? Selon la qualité de ces 4 postes, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, on verra. Moi, franchement, je pense que ça peut être intéressant. Dans le sens où, voilà, je le dis dans le sens où, ok, les latéraux, si Tagliafico, si. Les latéraux, c'est des forces à l'OL, c'est pas des faiblesses, d'accord? Donc on a quand même de bons latéraux. Bon, difficile d'avoir un avis sur Kluivert. Est-ce que Niakate Kluivert sera meilleur que Niakate Mata? Donc c'est une interrogation. Est-ce que ce sera pire? À voir. Le milieu de terrain, Tolisso, Pierre Lismelou, avec dans la rotation Tessman, Bangala, Diawara. Est-ce que c'est plus mauvais que ce qu'on avait l'année dernière? Franchement, je suis pas certain. D'accord? Et Mikotadze sur une saison titulaire, saison 2, j'ai bien envie de voir. Et par contre, on n'a pas du tout l'identité ni des 2 ailiers, a priori, et ni du 10. Donc ça sera vraiment les postes sur lesquels il faudra faire attention, tu vois. Donc on verra. Mais tu vois, on a encore le prêt de City. Imaginez, il nous envoie un Nipan. Imaginez, il nous envoie un Echeverry, tu vois. Genre, là, ton attaque, elle change. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, juste... peut-être qu'on fera une saison galère. C'est une possibilité. Moi, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que tous ceux qui, le 24 juillet, l'affirment, alors qu'on connaît pas comment ça s'appelle, l'identité de 4 titulaires, vous parlez trop vite. Attendons. Attendons. City prête qui? On n'a pas encore l'info. Mais ils nous doivent encore un prêt. Donc c'est ça qui est intéressant en vrai. Je pense que du côté de City, pour les prêts, ils attendent la fin de leur préparation, vu qu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs et tout machin. Et ils attendent la fin de leur préparation. Et s'ils attendent la fin de la préparation, il peut y avoir des surprises. Dans le sens où certains jeunes vont voir qu'ils sont pas forcément dans le groupe et tout. C'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être faire des choses, tu vois. Mais ouais. C'est pas... On verra. Grealish, oui, bah oui. Le Jack Grillon. Le prêt, c'est un accord oral. T'étais dans le deal? Genre t'étais là pendant les négociations, t'étais dans le placard, c'est toi, ah ouais, alors en fait, j'étais là, ils ont dit que c'était à l'oral. Bon, je te vanne, évidemment. Mais on va voir. On est tellement dans la merde dans le top 3 des pires effectifs de Ligue 1. Non, mais vous parlez trop vite. Vraiment, genre là, vraiment, il y a beaucoup trop de drama queen. Je le répète, il y a beaucoup trop de drama queen. Moi, avant de me prononcer, je pense que on devrait quand même avoir l'humilité d'attendre quand même l'identité des 4 des titulaires. Surtout que c'est pas comme si le reste de la Ligue 1 faisait un mercato de feu. Hein. Dans le sens où il y en a certains qui réussissent quand même à faire leur truc, comme par exemple Monaco, mais... ou Rennes, mais sinon, les gars, la Ligue 1, 0 de droit TV. Hein, les deals, ils sont sécos pour tout le monde. Hein, les deals, ils sont sécos pour tout le monde. Donc, attendons de voir. Moi, je le répète, c'est difficile de se prononcer sans l'identité de ces 4 mecs. Ces 4 mecs, franchement, ces 4 mecs changent toute l'équipe. Parce que, je le répète, cette base-là, donc milieu de terrain, défense centrale et 9, donc la base qu'on a,
elle est pas mauvaise. Genre, c'est pas une base de 15e, d'équipe qui fait 15e ou genre, ça là, ok, ça c'est pas les bases d'une équipe qui fait relégation ou 15e, d'accord? Je trouve. Donc, avoir ça et surtout ça, qui pourront vraiment faire tomber la pièce d'un côté ou de l'autre, mais ouais. Pourquoi il y a un mec du Wolfpack au mitard? Parce que frère, on est à terre. On est à terre. On est à terre de ouf. Mayoulou, tu prends, bah frère, moi je vais pas prendre un milieu de terrain qui est rentré, qui a marqué en finale de LDC. Évidemment, je le prends. Mais c'est juste que le PSG va vouloir le développer. Et c'est logique. Tu penses pas que c'est trop tard pour faire autant de recrues? Alors, frérot, le mercato a commencé depuis 24 jours. Il en reste 36. Et on est sauvé, entre guillemets, depuis 2 semaines. Et sur ces 2 semaines, on est en train, plus ou prou, de valider 3 recrues en 2 semaines. Genre, on est en train de valider, donc du coup, c'est bon, Morera, Kluivert et donc peut-être Lismelou. Bon, ça va. On n'est pas... on n'est pas non plus dans la barbe à merde. Non, je fais pas le dépalance. Mais le dépalance, je pense que ça va être noir. Hein. Le dépalance, ça va être noir. Ruben Kluivert has signed his contract as Olympique Lyon player until June 2030. 4 millions package. Bon, Fabrizio Romano, quand c'est l'OL, il se trompe souvent un peu sur les montants. Ça risque d'être peut-être un peu moins de 4 millions. À voir l'annonce officielle. Mais ok. De toute façon, après que ce soit 3,4 millions, ou 3,5 millions ou 3,8 millions, on verra. On verra. Sacha Tavolieri, Miko Tadze. Ouais. Sacha, c'est un bon, hein, mais pour moi, Miko Tadze, je pense pas qu'il bougera. Voilà. Georges Mikotadze, pour qui l'OL veut 35 millions, devrait être trop cher. Ouais, enfin, même, je vais être honnête, pour moi, tout autant qu'on doit vendre, je pense qu'il y en a certains qui ce seront des imbougeables. Et donc Mikotadze et éventuellement Tolisso. À voir. Je nous vois 10e et éliminé en 16e d'Europa. Mais je répète encore une fois, attendons de voir le reste des recrues. Enfin, mais pourquoi il y en a, ils veulent déjà jouer au guessing game de à quel point où on va finir. On est à la moitié du 11, on n'est pas conscient de qui c'est. La moitié du 11, les mecs, la moitié du 11. C'est trop difficile de parler là, maintenant, le 24. Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est tellement trop tôt, les frères. Si le 31 août, on a un effectif de merde et qu'on a fait 0 sur 9 au début, vous inquiétez pas, je serai dans la team, ça va être la merde. D'accord? Je serai dans la team, ça va être la merde. Mais là, le 24 juillet, c'est trop tôt encore, les gars. Attendons. Le 0 sur 9, c'est probable quand même, oui. Après, on affronte Metz à domicile. J'espère qu'on puisse battre quand même Metz à domicile. Mais j'avoue que le déplacement à Lens, puis ensuite Marseille qui vient... C'est noir. Bon, l'Olympique Lyonnais est quand même spécialisé dans une chose. On va quand même être l'un des premiers clubs qui va payer de l'argent pour qu'un joueur ne vienne pas chez nous. Ça, vous avez vu quand un pote vient chez vous, qui fait caca dans les toilettes et qu'il a laissé une trace parce qu'il n'a pas passé un coup, bah c'est John Textor chez nous. C'est fou, hein? C'est trop fou, frère. Les dirigeants lyonnais ont missionné un avocat pour révoquer le transfert de Matt Turney, le gardien américain de Nottingham Forest que John Textor avait bouclé pour 8 millions avant le passage vers la DNCG. Déjà, John Textor, il est arrivé
avec un dossier devant la DNCG fait au Kiddy Zoom. Il y a eu une interview de Mikler, le patron de la DNCG, qui est sorti, on va la lire après, où il parle du dossier présenté par Textor. Textor, sale merde. Mais au final, non. Arrêtez, pourquoi je l'insulte? Merci, John. Merci. Parce que grâce au travail de merde qu'il a fait, il est viré. Donc, fondamentalement, merci. Mais par contre, là, c'est les restes de sa trace. De ses traces. D'accord? Quand je parle de caca, je parle pas de Matt Turner, dans le sens où lui, il a rien demandé. Ok? Le Matt Turner, il se retrouve juste dans un truc de merde. C'est pas un super gardien, je trouve. Voilà, c'est tout. Mais je vais pas insulter sa personne. Soyons intelligents, les gars. Restons mesurés. L'OL n'est pas seulement en train d'essayer de vendre des joueurs pour baisser sa masse salariale et assurer sa stabilité. Il est aussi en train d'essayer d'annuler des achats décidés par Textor avant le premier passage du club devant la DNCG. Pub. Ah bah vas-y, attends, je vous attends. Let's go. Let's go. L'OL n'est pas seulement en train d'essayer de vendre des joueurs pour baisser sa masse salariale et assurer sa stabilité, il est aussi en train d'annuler des achats décidés par John Textor avant le premier passage du club devant la DNCG. Sauvé par la récente bifurcation vers Botafogo du milieu de terrain Danilo, qui devait initialement rejoindre Lyon. Merci Ray Down pour le resub. Bon, déjà, Danilo, c'est à Botafogo et c'est pas avec nos sous. John Textor, tu fais ce que tu veux au Brésil, tu nous emmerdes pas. Les dirigeants rhodaniens tentent maintenant de se défaire d'un autre accord passé par l'ex-président avec Nottingham Forest concernant Matt Turner. Comme annoncé par l'équipe, tout était bouclé pour Danilo, mais aussi en ce qui concerne le gardien de 31 ans, pour qui l'OL doit payer une somme élevée pour un joueur de son statut et de son âge, 8 millions. Qui se rappelle quand John Textor, il avait dit c'est pour faire du marketing aux US l'année de la Coupe du Monde 2026. L'international américain, 52 sélections, n'a pas le niveau pour être numéro 1 en cas de vente de Lucas Perry. Moi, je le trouve vraiment nul sur tout le sample que j'ai vu de lui. Et il n'y a pas de place au club pour un numéro 2 à ce tarif réel. Si les dirigeants lyonnais devaient tenir les engagements de Textor auprès de Marinakis, qu'il le tient par les 1, le propriétaire de Nottingham, pour Turner, dans le contexte actuel, l'encadrement des transferts et de la masse salariale par la DNCG, ce transfert viendrait anéantir les projets de recrutement malin et à moindre coût pour renforcer l'effectif. Et la compétitivité sportive pour la saison qui s'annonce en serait largement impactée. C'est ainsi que l'OL a missionné un avocat spécialisé qui est entré lundi en relation avec Nottingham selon nos informations pour revenir sur les engagements du club, en faisant valoir un changement de gouvernance et surtout, écoutez, un nouveau budget en lien avec la DNCG qui ne permet plus ce genre de mouvement. Une solution amiable devra être trouvée assez rapidement afin que cette affaire n'impacte pas trop longtemps le mercato lyonnais. Concrètement, faut savoir lire entre les lignes. On va donner des sous à Nottingham pour pas qu'ils viennent chez nous. On va payer un non-transfert, je pense. Mais dans la situation de l'OL, il vaut mieux payer pour qu'il ne vienne pas et que son salaire ne se mette pas dans la masse salariale plutôt qu'il vienne et que son salaire s'ajoute à la masse salariale. Avouez, dit comme ça, les gars. Avouez que dit comme ça. Ça fait pas rêver, hein. Textor, il avait inventé à l'OL l'achat de droits économiques pour que le joueur au final ne joue même pas chez toi, tu payes cher, tu revends mal. Et maintenant, Textor, il va nous inventer le fait de payer pour un non-transfert. Merci Super Mako pour le resub. Bref, pourquoi ne pas le recaler à la visite médicale? Parce que j'ai peur qu'elle ait déjà été faite. Donc voilà, écoutez, on va suivre la suite de ce dossier. Mais l'article, il est à la fois bon et à la fois mauvais parce qu'il dit que la solution amiable devrait être faisable. Mais il est à la fois mauvais parce qu'il dit que si la solution amable n'est pas trouvée, ça va vraiment nous impacter de ouf notre budget. Et donc du coup, pour les recrues de cet été, ça risque d'être noir. Et dans tous les cas,
Johnny Boy Sextoy, bah écoute, jusqu'au bout, propriétaire de merde. Propriétaire de merde. Voilà. Le gardien de Milan, Toriani, en prêt à Skip. Ouais, écoute, on verra. On verra. Je sens le tweet d'Hugo dans 10 minutes. Tu veux que je lui demande? Est-ce que tu veux que j'envoie un message à Hugo? Hop. Voilà, je viens de lui envoyer un message. Je lui ai dit, t'as un tweet à venir ou pas? Je suis en live. Merci Tom pour le resub. Hugo actuellement dans ses 8... non mais Hugo, les gars, je vais le dire, nous sommes le 24 juillet, il est déjà dans sa 37e semaine de vacances. On est fatigué, voilà, je le dis. C'est... Il nous fatigue. Il nous fatigue, Hugo. Il nous fatigue. Hugo, on n'en peut plus, frère. Hugo, on n'en peut plus. Ça discute pour Maitland Niles et Diawara. Bah, en vrai, Maitland Niles ou Diawara, ça va, non? Ça va. Moi, perso, si les deux partent, ça me choque pas. Hein. Merci Monsteru pour le resub. Vous avez vu ça où, Maitland Niles et Diawara? Rémus. Ah. Là, on est sur de l'info Twittos. Bon, bah, on verra. On verra ce que ça va donner. Bref. Bref. En vrai, il y a un article qui est passé un peu... au travers, les gars. Et qui était intéressant. Qu'on va regarder ensemble. Regardez cet article qui était vraiment tellement important. OL 49 000 confirme, frérot. Il va falloir au bout d'un moment comprendre. Hein. OL 49 000, c'est un gars sur Twitter. Tu prends ta petite sœur dans le salon, tu lui demandes une info OL, elle sera plus crédible. Les gars, faut pas suivre et écouter tout le monde. Hein. OL 49 000, c'est saucisse-man. Et j'aime pas attaquer les gens et tout. C'est pas ma spécialité d'aller tailler. Mais il y en a, c'est gens saucisses. Hein. L'électrochoc a permis à l'OL de rester en Ligue 1 selon Jean-Marc Micler, président de la DNCG. Et beaucoup n'ont pas lu cette interview, elle était assez intéressante. La saga lyonnaise a animé la fin de saison avec un sauvetage in extremis grâce notamment à l'intervention blablabla. Écoutez ça. Jean-Marc Micler explique dans un entretien à l'équipe avoir identifié lors de l'examen des comptes lyonnais la nécessité de couvrir un risque de l'ordre de 240 millions d'euros. Avant un remodelage opéré par les nouveaux dirigeants qui s'est avéré concluant. Pour le reste, Micler, qui dirige également la branche audit et assurance au niveau mondial chez Deloitte, excusez-nous du peu, révèle les pertes inquiétantes des clubs français. Donc là, on va en parler. Quelle est la situation financière des clubs à l'issue de la saison qui vient de s'achever? Donc, classique, le foot français, où est-ce que nous en sommes? Nous restons dans la course, toujours vivants, mais sous anti-inflammatoires, loin d'être guéris. Même si je perçois aujourd'hui une volonté collective de se soigner, pas toujours présente auparavant. C'est bizarre que la volonté collective de se soigner soit arrivée à partir du moment où les droits TV sont tombés à 0. Pardon d'avoir crié. La saison 2023-2024 s'achève avec une perte d'exploitation d'environ 1,3 milliard d'euros. Voilà. 1,1 en Ligue 1, 200 millions en Ligue 2, avec près de 800 millions de plus-value de cessions joueurs. La perte nette devrait avoisiner 400 millions. Donc c'est-à-dire 1,3 avant les ventes de joueurs, et ensuite après la vente de joueurs, on est à moins 400. Donc pour tous ceux qui disent, en France, pourquoi on vend les joueurs, machin, nan, bon, c'est pour cette raison. Ces chiffres confirment nos prévisions partagées avec les clubs dès le mois de décembre. De même et sans surprise, les budgets présentés pour la saison 2025-2026 affichent un déficit opérationnel lui aussi de l'ordre de 1,3 milliard. Donc ça, les budgets seront financés mais déficitaires. C'est ce qu'elle demandait à la DNCG. Elle ne demandait pas des budgets à l'équilibre, elle demandait des budgets qui étaient financés. En 2024-2025, la masse salariale a augmenté de plus de 200 millions entre les budgets présentés en mai 2024 et les chiffres donnés lors des dernières auditions. C'est-à-dire que les clubs, ils ont dit en mai 2024, notre budget l'année prochaine sera ça. Et beaucoup les ont dépassés. Je pense que l'Olympique lyonnais n'y est pas pour rien. Quand certains disent que le problème a été la baisse des droits domestiques, c'est inexact. L'essentiel de l'écart provient d'une dérive des charges au-delà des prévisions. Bizarre!
avec 1,9 milliard de masse salariale contre seulement 86 milliards de fonds propres, la situation devient intenable. Les clubs de Ligue 1 payent trop de joueurs trop cher. Épisode saison 8, épisode 84. Bref. Merci Gucci Zimen pour le Prime. Comment se présente la saison qui va démarrer ? 14 clubs de Ligue 1 sur 18 anticipent des pertes significatives et c'est une première. Leurs budgets sont désormais lucides. Cette honnêteté chiffrée, tout en soulignant les défis à venir, illustre un réel pragmatisme. Mieux vaut identifier les points de tension dès l'élaboration du budget que les subir en pleine saison. Jusqu'ici, les budgets étaient trop optimistes, voire fantaisistes. Je dirais pas fantaisistes, mais tous les ans, on a des écarts significatifs entre le budget initial et celui réalisé, blablabla. Donc, là, on va discuter. On imaginait plus de rétrogradation due à des catastrophes financières. Comment expliquer ce calme relatif ? On doit s'en féliciter. Si on a très tôt tiré le signal d'alarme, c'est pour sensibiliser en amont les actionnaires à la nécessité d'intervenir. Concrètement, ils ont apporté ou garanti, et là lisez, ils ont apporté ou garanti près de 400 millions pour terminer 2024-2025 et 700 millions pour couvrir 2025-2026, soit 1,1 milliard validé par la DNCG. Les actionnaires, waouh! Ce qui a permis d'éviter les faillites, ils ont fait leur devoir. Mais pour certains, cela devient de plus en plus compliqué. C'est pour cela qu'on est loin d'être guéri. C'est vrai que ce n'est pas tenable. Certains clubs ne pourront pas réinjecter autant pendant 3 ans. C'est pourquoi il faut poursuivre les efforts de réduction des charges et de renforcement des fonds propres. C'est pour ça que vous voyez Nantes faire le ménage, qu'on a vu Lens faire le ménage, qu'on a vu beaucoup de clubs, l'OL, faire le ménage. Et il y en aura beaucoup. Hein. L'OL a été rétrogradé. Allez, c'est parti. C'est nous les gars. C'est nous. Les pourris de la classe. C'est parti. John Textor est le président avec lequel nous avons le plus dialogué. Nous avons fait preuve de beaucoup de pédagogie. Nous l'avions alerté dès son acquisition sur la nécessité d'injecter beaucoup d'argent dans les années à venir. Nous pensions qu'il avait compris, mais nous nous sommes rendus compte en décembre qu'il y avait des écarts très significatifs entre ce qui nous avait été présenté au mois de juin et son budget révisé de l'automne. Donc c'est-à-dire qu'en juin dernier, donc il y a un an, quand on passe la DNCG ne nous a pas sanctionnés. L'été dernier, on a pu faire ce qu'on veut. On a acheté Niakate pour le prix, Mangala, Nuama et compagnie, et on n'a pas beaucoup vendu l'été dernier. Quand la DNCG a vu le budget de l'OL en novembre, elle a dû péter sa tête. Nous avons rétrogradé l'OL à titre conservatoire avec des éléments très clairs sur ce qui était indispensable pour la survie du club. Lisez, nous avons rencontré une nouvelle fois John au mois de mars, au lendemain de l'élimination face à Manchester United, pour voir où il en était. Il y a eu ensuite une réunion préparatoire début mai. Il nous a présenté des hypothèses. Nous lui avons redit la nécessité d'apporter de l'argent frais au club. Et rien n'a été livré malgré ce dialogue incessant. Nous n'avions pas d'autre choix que de constater l'absence d'éléments tangibles pour la survie du club. Si certaines personnes doutaient encore du fait que notre rétrogradation était totalement méritée, il n'y a pas eu de complotisme anti-OL ou je ne sais quoi. Juste de la grosse merde faite par un propriétaire qui puait. Il manquait combien à l'OL dans ses comptes et en garantie pour la suite ? Sur la base des hypothèses que Textor nous a présentées, nous avons estimé la nécessité de couvrir un risque de l'ordre de 240 millions d'euros, c'est-à-dire tout ton budget sur un an, presque. La nouvelle direction a revu les comptes et retravaillé le budget en tenant compte de tous les points soulevés dans notre décision jusqu'à obtenir un cadrage jugé satisfaisant par les auditeurs, réduisant notamment les besoins de financement. Après avoir ajusté plusieurs postes, elle a élaboré un budget révisé, financé ou garanti par Michel Kang et les actionnaires, démontrant le sérieux ou l'engagement de la nouvelle équipe. Regardez-moi ce paillot. L'OL a-t-il joué avec le feu ? L'avertissement que nous avions donné avec la rétrogradation à titre conservateur aurait dû susciter une réaction des actionnaires. C'est réel. Textor a quitté la présidence de l'OL. Cela a-t-il joué pour le maintien du club en Ligue 1 ? Et là, regardez ce qu'il va dire. Le rôle de la DNCG est d'apprécier sur la durée la capacité d'un club à honorer ses engagements. Avec la majorité des actionnaires, nous avons construit une relation de confiance, même si nous avons parfois, des discussions animées et robustes. Force est de constater que John Textor n'a pas toujours répondu aux attentes exprimées, alors même qu'il nous avait indiqué avoir bien compris. La confiance s'est peu à peu érodée. Bah ouais. 2 ans et demi de John Textor, que des promesses non tenues, que des problèmes de financement, d'argent, de machin. Voilà ce que ça a donné à la fin. Comment empêcher que des dossiers de reprise de club, comme à l'OL ou à Bordeaux, aboutissent avec des repreneurs fantaisistes ou pas armés financièrement ? La loi demande à la DNCG de donner un simple avis.
Et là, regardez, c'est assez intéressant. Avec la prochaine réforme, cet avis donnera automatiquement lieu à une décision de l'organe de gouvernance du football professionnel qui devra valider ou refuser tout changement d'actionnaire majoritaire. Et on peut espérer une plus grande prise en compte de nos recommandations. Donc, on suppose que pour les prochaines passations, tout ce que tu veux, la DNCG pourra, ou en tout devra valider les rachats. Les problèmes de Bordeaux et Lyon auraient pu être évités si les repreneurs avaient suivi nos préconisations. Trop de dettes, insuffisance de capitaux propres, projections sportives optimistes basées sur des qualifs en C1 et des ventes de joueurs régulières, car nous avions alerté dès le départ sur le risque d'une fuite en avant. La DNCG n'est pas le problème, elle fait partie intégrante de la solution et c'est son électrochoc qui a permis à l'OL de finalement rester en Ligue 1. Donc voilà les gars. Voilà. Le reste de l'interview est aussi assez intéressante. Mais globalement, on a entendu pas mal de factos. Voilà. Et indirectement, merci la DNCG, ouais. Indirectement, merci la DNCG qui nous a évité une belle bastos. Sincèrement, une belle bastos. Ça fait plaisir.